Un proverbe africain dit: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode d'Electron Penseur. Cette semaine, dans ce 4e épisode, donc toujours de cette mini-série où on s'est forcé de mettre en parallèle le fait de mettre en place un projet en parallèle avec l'ascension de l'Everest. Donc du coup, on continue toujours sur cette petite lancée. Donc en fait, il faut savoir aussi que mettre en œuvre un projet, donc ça je vais rien vous apprendre, mettre en œuvre un projet, c'est long et c'est compliqué. Donc il faut tenir aussi bien la longueur tout en faisant face aux différents obstacles qui peuvent nous arriver dans la tête. Le tout en essayant de garder le moral et la motivation qui, sans doute, ne sont pas toujours au maximum, comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. D'où justement le sujet d'aujourd'hui, d'où l'intérêt de savoir s'entourer. Justement, comme je vous le disais au début, si vous suivez les épisodes précédents, vous avez vu qu'à chaque fois je vous racontais une petite histoire en parallèle justement avec des choses qui étaient arrivées dans l'Everest. Aujourd'hui, justement, exceptionnellement, j'ai pas vraiment d'histoire à vous raconter, parce qu'en fait c'est plus un principe que je vais vous donner. C'est le principe de la cordée. Donc de savoir s'entourer avec des gens devant, des gens à côté de vous et des gens derrière. Parce qu'à l'ailleurs, oui, j'aurais pu vous en citer, mais là c'est vraiment le principe que je voulais vous donner, parce qu'il y en a à foison des histoires souvent assez tragiques où justement les alpinistes ils meurent souvent parce qu'ils se séparent de leur compagnon et que du coup ils brisent ce principe de corde. Donc du coup en fait vous allez voir, le principe de cordée en fait il colle assez bien. Donc finalement en fait, comme je viens de vous le dire, dans une cordée en fait finalement on peut définir, on peut diviser en 3 groupes. Dans une cordée il y a ceux qui sont devant, donc à l'avant c'est le guide, l'expert, le mentor, celui qui a déjà du vécu, qui a déjà l'expérience, qui sait où il va. Ensuite, derrière, on pourrait avoir celui qui est à côté de vous, celui qui est après au même niveau, qui est d'ailleurs, si vous êtes un peu paumé, lui aussi il est un peu paumé. Si vous êtes débutant, lui aussi il est un peu débutant, il n'y a pas de souci. Et enfin, derrière vous, vous avez un peu plus le novice ou l'élève que vous pourriez avoir qui sera derrière vous. Donc on va revenir sur chacune de ces trois notions. Alors du coup, pour commencer, comme je vous l'ai dit, en fait, devant, vous avez le guide, vous avez l'expert, le mentor. Du coup, en fait, tout à l'heure, je vous conseille d'essayer de trouver un ou plusieurs mentors dans les domaines qui vous intéressent, qui vous serviront de guide, de balise, un peu pour vous aider à progresser. Attention, j'ai dit guide, j'ai pas dit copie. Le but, en fait, c'est pas d'essayer d'être un clone de cette personne-là. Le but, c'est que son parcours et ses choix, en fait, ils vous inspirent. Que les choix audacieux qu'ils ont fait ou autres, ça puisse vous motiver. C'est d'ailleurs ce qu'on demande souvent les grands influenceurs, c'est ça, c'est qu'ils ont des grands discours motivationnels, mais en fait, si c'est vraiment des bons mentors, leur but c'est pas d'avoir une armée de clones qui les suivent et qui font exactement la même chose. Leur but c'est juste que l'étincelle que eux ils ont eue pour faire les bons choix au bon moment, et qu'ils arrivent à vous la transmettre. En plus, de toute façon, l'avantage des mentors et des guides, c'est que dans à peu près tous les domaines du monde, à moins que vous ayez comme je vous le disais, à moins que vous ayez comment un élément ou une idée qui ait vraiment absolument rien à voir avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Par exemple, je sais pas si par exemple vous étiez Edison ou autre, avant vous, ou vous étiez Ford, avant vous personne n'avait inventé de voiture, donc vous n'avez aucun mentor, vous êtes vraiment le précurseur dans votre domaine. Donc si c'est le cas, à la rigueur, vous êtes le pionnier, donc vous êtes à la fois votre propre mentor, vous n'avez personne devant vous, mais sinon on va dire que sur la majorité des cas, vous avez toujours quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est un peu comme un grand ponte du domaine. Donc on peut avoir dans tous, là, ceux qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple dans le survivalisme, où on a Mike Horn qui est mondialement reconnu, notamment pour avoir fait le tour de l'équateur sans moyen motorisé. Et enfin on a aussi Elon Musk, qu'on ne présente plus maintenant, qui serait plutôt, on va dire, la tête d'affiche de tout ce qui est nouvelle technologie ou autre. Donc, juste pour refaire un petit bilan de cette première partie, en fait, c'est essayer de trouver un mentor, mais quelqu'un en fait qui vous pousse vers l'avant, qui vous motive, mais vraiment, on va dire, l'idéal même d'un mentor, ce serait quelqu'un qui vous motive à la fois sur le fond et la forme. Parce que après, ce qu'on a beaucoup, notamment dans toutes les citations un peu qui se baladent à droite à gauche sur les réseaux sociaux, c'est juste des citations ou des espèces de discours motivationnels, mais finalement, en fait, il y a juste la forme, il n'y a pas le fond. C'est-à-dire que sur le moment où vous vous sentez transporté, ça y est, vous pourriez abattre des montagnes, et puis juste après, quand on va dire la motivation redescend, c'est tout, il ne reste plus rien.
Je pense qu'un vrai mentor, ça doit faire naître une espèce de flamme en vous. Donc du coup qu'après vous-même vous allez vous alimenter et c'est ce qui voilà, vous poussera plus loin. Donc l'idéal c'est d'essayer justement de trouver un mentor qui soit à la fois bon sur sur la forme, c'est-à-dire voilà, qui vous motive quand même. On veut dire que si vous êtes passionné, par exemple, on va prendre un exemple, si vous êtes passionné dans tout ce qui est l'astronomie de ça, les corps célestes ou autre, Stephen Hawking, il pourrait être voilà, un bon mentor pour vous en disant mais que voilà, que c'est vraiment un référent. Mais en contrepartie, il vous donnera pas de grands discours motivationnels ou autres parce que lui, c'est pas son truc. Déjà voilà, parce qu'il y a des petits problèmes pour pouvoir s'exprimer ou autre. Mais surtout que c'est pas son truc. Lui, son truc, c'est on essaye d'avancer et plus ou moins ceux qui sont derrière, tant pis pour eux. Donc du coup, voilà, il faut qu'il y ait à la fois le fond et la forme. Ensuite, le deuxième élément, comme on avait dit, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui est à côté. D'essayer de trouver un compagnon de route. Des gens qui sont au même niveau, ou alors même qui sont un petit peu au-dessus ou un tout petit peu en dessous, mais qui, on va dire de manière générale, visent les mêmes objectifs ou vont dans la même direction. L'avantage en fait de trouver des gens comme ça qui sont après vos égaux, c'est en fait de pouvoir se tirer mutuellement vers le haut, de trouver la motivation quand l'autre il l'a pas. On va prendre un exemple, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on conseille aux gens par exemple notamment, je sais que c'est parce que c'est dans le milieu du sport, mais les gens par exemple qui veulent se mettre à la musculation, donc on va prendre un exemple, imaginons Jackson et Peter, donc du coup voilà, si c'est deux amis qui veulent se mettre à la musculation, mais derrière ils ont plus de chances d'arriver à tenir sur le long terme que s'ils se mettaient tout seuls. Parce qu'on a tous eu, même le plus grand champion du monde, des moments où voilà, on n'avait vraiment pas la motivation. Finalement à l'intérieur il faisait bien chaud, il y avait une série, et puis il y avait une pizza qui était en train de cuire dans le four. Qu'est-ce qu'on va aller braver la neige, le froid et tout ça pour aller soulever des barres froides. Donc vous voyez, il y a vraiment des moments où on n'a aucune motivation, absolument pas. Sauf qu'on va dire que si vous êtes deux, il faut on va dire que l'univers s'acharne sur vous et sape la motivation de ces deux personnes motivées en même temps. Alors que sinon, dans, on va dire, au moins 80% des cas, il y en a toujours un qui est motivé plus que l'autre, et du coup qui dit allez, vas-y, viens, moi j'ai envie d'y aller. Et du coup, là, c'est différent. C'est que d'un côté, vous deviez aller vous tout seul à la salle, et de l'autre, maintenant, si vous refusez, vous laissez votre pote y aller tout seul. Donc, vous voyez, en fait, ça transporte le problème. C'est-à-dire que d'un côté, c'était juste une question de vous, qui vous pesiez le pour et le contre, de dire est-ce que finalement ça a vraiment changé quelque chose, que je loupe cette séance ou pas, du coup un côté beaucoup plus affectif, parce que du coup c'est votre pote que vous allez décevoir ou laisser aller tout seul. Donc du coup, vous voyez du coup, le fait d'être à deux, ça vous permet en fait de vous motiver, ça permet, vous voyez, comme on a déjà parlé, les petites jauges de motivation, et ça permet justement de pouvoir transvaser d'une petite jauge à l'autre, donc pas plus de motivation, mais voilà, dire d'avoir de la motivation pour deux. Ensuite, il faut savoir que je pense en fait qu'il peut y avoir plusieurs opportunités où les conseils de justement quelqu'un de votre égal peuvent être quasiment plus avisés que l'expert. Dans le sens, je m'explique, dans le sens où en fait ils ont une réalité de terrain qui est plus directe, notamment aussi parce qu'ils ont une proximité sociale, parce que voilà, souvent vous travaillez avec voilà, des gens qui vous correspondent, qui vous ressemblent, mais aussi parce que du coup, le fait qu'ils soient au même niveau que vous, ils partagent les mêmes peines, ils partagent les mêmes difficultés, les mêmes joies. Donc du coup, vous avez beaucoup plus de facilité à vous identifier à lui. Parce qu'on va dire que l'expert, en fait, le problème qu'il peut avoir, c'est que parfois, il a réussi à tellement longtemps que du coup, en fait, il n'a plus vraiment cette réalité de terrain. Parce que soit il l'a oublié, ou soit le monde a changé, et du coup, les difficultés qu'il avait, elles n'existent plus. Et là, maintenant, toutes les nouvelles difficultés qu'il aurait là, maintenant, tout de suite, il n'en a aucune idée, parce que lui, il est déjà au sommet de sa gloire. Pour prendre un exemple, je vais vous sortir l'exemple de Warren Buffett, qui est l'un des 5 hommes les plus riches du monde, on va dire, enfin là du moins en 2018 actuellement. Et donc du coup en fait Warren Buffett, donc c'est un homme d'affaires qui a fait fortune ou autre, et donc du coup qui plusieurs fois a réussi à battre le marché, a réussi à emporter des sommes astronomiques d'argent. Donc on peut dire que voilà, il est considéré un peu comme expert. Et en fait le problème avec Warren Buffett aujourd'hui, c'est que du coup il est tellement devenu un expert que non seulement avant, on va dire qu'il dans la majorité des cas, il arrivait à battre le marché, c'est-à-dire à investir là où il fallait investir et à retirer son argent avant que ça tombe. Mais maintenant, en fait, le problème, c'est que c'est devenu lui le marché. C'est-à-dire que du coup, maintenant, il a tellement une aura de quelqu'un qui est expert et qui a réussi, qu'il suffit qu'il aille quelque part et qu'il investisse dans une boîte pour que tout le monde se précipite et investisse aussi en disant si lui il a investi, c'est sûr que ça va marcher. Et donc, du coup, ça marche. Mais ça marche pas parce que la boîte en elle-même, elle est bonne. Enfin, elle est sûrement bonne s'il a investi dedans, mais ça marche surtout parce que c'est ce qu'on appelle l'effet Warren Buffett, c'est-à-dire que les gens investissent parce que lui a investi. Donc vous vous doutez bien que lui, à la rigueur,
même s'il peut écrire des livres et tout ça en donnant les principes, on veut dire qu'il ne pourrait pas donner un cadre pratique là tout de suite à quelqu'un qui veut débuter dans la bourse. Parce que justement, il serait complètement déconnecté. L'autre, la personne lambda qui voudrait investir dans la bourse, il faudrait qu'il apprenne le marché, qu'il comprenne, alors que, on va dire que, d'un point de vue simplifié, Buffett, il a juste à vouloir placer son argent dans quelque chose, quelque part, pour que les gens se jettent dessus et du coup fassent monter l'action. Donc du coup, vous voyez un peu le fait que finalement, les gens qui soient au même niveau que vous, et ben justement, il en faut, dans le sens où du coup, non seulement vous vous sentez plus proche d'eux parce qu'il y a une proximité sociale, vous avez les mêmes erreurs, les mêmes échecs, voilà, vous pouvez discuter ensemble de choses concrètes, et en plus parce que, voilà, à la rigueur, vous avez aussi l'avantage, on va dire l'avantage qui est du coup un inconvénient pour l'expert, justement d'avoir vraiment une réalité de terrain avec cette personne-là. Enfin, je dirais que le dernier avantage aussi que vous pouvez avoir si vous trouvez un compagnon justement qui est au même niveau que vous, en fait, c'est d'avoir un travail de recherche et de découverte en parallèle, où chacun nourrit l'autre en fait. Donc là, voilà, c'était un peu expliqué tout à l'heure avec cet effet justement à la salle de musculation, avec voilà, la motivation qui se transvase d'un côté à l'autre. Mais ça peut être voilà, dans plein d'autres domaines. Je pense par exemple, je sais pas, si vous voulez lire des livres dans un domaine qui vous intéresse tous les deux, ou si vous voulez apprendre la cuisine ou autre, il est peu probable, ou alors sinon c'est un peu, sauf si vraiment vous trouvez un truc génial, mais sinon qu'est-ce que vous allez faire au début? Vous allez partir chacun de votre côté, vous allez chacun prendre un bouquin. Souvent, voilà, un peu quand on est étudiant, on va dire qu'on économise un peu ses sous, donc si on peut se prêter mutuellement le livre, on évite d'acheter 2 fois le même. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire qu'au même moment, et ben, 2 personnes vont lire 2 livres différents, et donc du coup avoir des retours. C'est-à-dire que dans le même intervalle de temps, ben, c'est comme si vous aviez lu 2 livres. Donc vous voyez, hein, ça vous donne aussi un gain de temps, et puis on va dire que du coup, c'est des choses que vous ne pourriez peut-être pas forcément demander d'un expert. Parce qu'en gros, ce serait lui ou vous, il y aurait un peu un côté imposteur, où il y en a un qui aurait l'impression de piller le travail de l'autre. Il y en a un qui travaille pour... Donc là, vous êtes au même niveau. Donc vous lisez chacun un livre, et vous avez chacun des choses à vous apprendre. Faut savoir, par exemple, pour vous redonner encore un exemple sportif, on va dire, que par exemple, c'est l'exemple en fait, de la course à pied. Donc, surtout de la course de relais. Donc je sais pas si vous voyez une course de relais, donc c'est des gens qui courent autour d'une piste en se transmettant des petits bâtons qu'on appelle des témoins. Donc il faut savoir en fait que le temps total, c'est-à-dire que le temps entre le premier coureur et le dernier qui franchit, et ben ce temps-là, il est inférieur au temps additionnel de chaque coureur. C'est-à-dire que si on prenait chaque coureur sur la distance que le coureur court, donc voilà, si par exemple on fait un 400 mètres relais, c'est-à-dire qu'il y a 4 relayeurs justement pour arriver jusqu'à la fin, et donc du coup, si on prenait ce temps-là, et ben tous ensemble, ils vont plus vite que si chacun courait son 100 mètres. Donc vous voyez, je trouve que ça image bien le fait justement que, voilà, ensemble on va plus loin, dans le sens où chacun du coup se pousse, alors que plus ou moins, c'est des coureurs, ils courent indépendamment, il n'y en a pas un qui pousse l'autre, c'est juste que voilà, ça les motive, ça les tire vers l'avant et ça les pousse par derrière. Enfin, du coup, le troisième élément, c'était justement derrière, à l'arrière de la cordée. Donc en fait, je sais pas si vous avez déjà eu, je pense, je dois vous avoir, en fait, l'un des sentiments les plus gratifiants qui soit, c'est d'arriver à faire progresser les autres. Et si vous ne me croyez pas, si vous pensez que voilà, je délire un peu, et ben vous avez qu'à regarder un coach dans une équipe de sport où voilà, quand son équipe elle gagne. Vous avez déjà vu un coach quand son équipe elle gagne, il est fou, il saute partout, il jette ses fiches en l'air. Alors qu'il était sur le banc, il n'a pas couru et tout ce qu'il a fait c'est crier. Et d'ailleurs, voilà, il peut même pas faire de sport. Enfin, voilà, peut-être qu'il a une capacité physique de pouvoir faire du sport, et pourtant il a fond dedans et il est aussi heureux que ces joueurs qui lui ont gagné. Ou un autre exemple, vous avez qu'à demander à des parents, ou regarder des parents, la première fois que leur enfant il marche, il fait des pas tout seul. Pourtant eux, ils savent marcher, ils savent déjà faire des pas tout seul, courir et tout ça. Et pourtant, allez voir la joie qui est sur leur visage. Donc du coup, c'est bien la preuve que, en fait, le fait de faire progresser quelqu'un, c'est vraiment un côté super gratifiant dans le sens où déjà on se sent utile, surtout. L'avantage aussi d'avoir, comment dire, on va donner ça à une espèce d'élève, quoi. Donc c'est d'élève, mais pas dans, voilà, comme je l'ai déjà dit, je suis pas très, un très grand fervent on va dire de l'éducation actuelle. Et donc du coup, c'est pas élève dans le sens, autorité descendante où celui du dessus gueule sur celui du bas et voilà, c'est vraiment avec une espèce de discussion à sens unique. Non, là, du coup, voilà, c'est plus une espèce d'échange on va dire de mentor à élève.
Donc du coup, l'avantage justement pour vous d'avoir un élève ou une personne voilà, que vous voudriez aider, c'est qu'aussi ça permet de se remettre en question. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez vous avancer du statut d'expert, plus vous allez passer en tête de cordée, et du coup, moins vous allez vous souvenir de finalement ce que ça faisait que d'être tout derrière et d'avoir pour seule vue, non pas le haut de la montagne, mais juste le sac à dos du mec de devant. Donc du coup, voilà, ça va vous permettre en fait de garder toujours une espèce de pied dans la réalité, sinon vous allez vivre dans le passé, dans vos souvenirs de comment c'était avant, quand moi j'ai commencé, avec sûrement des fois des expériences qui collent plus du tout avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc l'avantage, donc toujours voilà, dans les choses que vous pourriez gagner, l'avantage aussi que vous pourriez avoir en fait, c'est non seulement de vous remettre en question, mais aussi voilà, d'avoir en fait un point de vue différent, d'avoir un nouvel angle. Parce que vous, là, vous avez votre œil d'expert de trucs qui a marché, mais vous avez peut-être voilà, le petit jeune au fond, le stagiaire là, qui est caché derrière la pile de trucs qu'il doit ranger, et qui dit tiens, on pourrait faire ça, ce serait peut-être pas bête. Et à la rigueur, voilà, c'est cette petite idée, cette idée nouvelle, qui vous sort complètement du cadre, là où vous n'avez pas pensé, et qui finalement fait que justement, c'est ce qui vous permet justement d'avancer et de toujours peaufiner, on va dire, un peu votre regard d'expert. Pour imager aussi ça, parce que j'ai décidé de beaucoup imager aujourd'hui, donc du coup pour imager ça, on pourrait prendre par exemple l'exemple de Kodak, qui était donc une grande entreprise qui était, on va dire, le leader numéro un dans tout ce qui était la photographie. Donc du coup on peut dire que voilà, c'était l'expert tout en haut, personne ne pouvait y toucher, c'était lui la référence, tout le monde avait des trucs Kodak, c'était un style de marque quoi. Sauf que Kodak, quand le numérique est arrivé, et ben eux, ils sont restés sur leurs grands chevaux en disant que de toute façon, non, c'était l'argentique, c'était les pellicules, c'était comme ça faisait 10 ans que c'était comme ça, et ils voyaient pas pourquoi est-ce que le monde continuera à changer, puisqu'ils étaient numéro un, et à la rigueur, même si on va dire, leurs nouveaux employés qui, eux, avaient une réalité de terrain, eux, voyaient la menace du numérique arriver, et s'ils les convaincre et tout ça, non, eux, ils sont restés de marbre en disant que non, eux, ils avaient décidé comme ça, ils s'étaient bâtis comme ça, et c'était eux les experts, alors que eux, c'était des petits stagiaires, ils n'avaient pas à discuter leurs ordres. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 10 ans, Kodak, il a fermé ses portes, parce qu'il s'est fait bouffer par le numérique. Et aujourd'hui, je vous défie, même ne serait-ce que chez vous, d'arriver à retrouver un appareil photo avec des pellicules qui ne soient pas couverts de poussière, s'il en reste un. Donc du coup, vous voyez bien que finalement, c'était, on va dire, l'espèce de vague imminente que personne ne pouvait arrêter, qui était le numérique. Et qu'à la rigueur, s'ils s'étaient remis en question et qu'ils avaient écouté, sûrement, je suis quasiment persuadé, leurs jeunes stagiaires, je leur disais, mais arrêtez de développer des pellicules, commencez à développer le numérique, c'est ce qui arrive. Et là, justement, s'ils s'étaient un peu remis en question avec justement leurs élèves, plutôt que d'être sur le haut de leur tour d'ivoire, et ben peut-être qu'ils seraient toujours là actuellement. Enfin, je vais vous donner juste un petit conseil, justement, que si vous voulez essayer de chercher un élève ou autre, donc on va dire, avant de le prendre, il faudrait que vous acceptiez deux choses. La première, en fait, c'est on va dire, se dire que tout le monde n'a peut-être pas la motivation, là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, plus ou moins de suivre ou de réussir à progresser. On prend forcément, c'est-à-dire que je tourne toujours la même chose, et voilà, par exemple, les résolutions qu'on a au niveau du premier du jour de l'an, où on se dit, ah tiens, voilà, je vais être beau pour la plage ou autre, tiens, je vais me mettre à la salle, vous inscrivez, vous suivez un ou deux coachs, tout ça. Et à la rigueur, même si vous avez le mentor le Hulk, comme on l'avait appelé, le Hulk de la salle qui passe plus les portes et tout ça, et vous allez vraiment chercher le mec tout en haut, même si vous lui demandez des conseils et qu'il accepte de vous en donner, vous allez voir que même la majorité des gens, dans 90% des cas, on le suit un peu, et puis au fur et à mesure, la motivation, elle descend, et donc du coup finalement, on finit par lâcher cette personne-là. Donc du coup, en fait, là, dites-vous que si c'est vous le mentor, en fait, essayez de... Je sais que c'est un peu barbare, mais en fait, essayez un peu de vous assurer en fait de la motivation de cette personne-là. Si vous voyez qu'elle a une motivation un peu fébrile, je vous dis pas non plus l'expulser ni rien, mais voilà, essayez de pas, pas trop vous attacher, de ne pas mettre un lien prof-élève trop fort, parce que du coup, le problème en fait, c'est qu'il risque en fait de vous freiner un peu parce que du coup, vous allez essayer de vous niveler pour justement essayer toujours de l'aider, sauf que vous risquez en fait de vous niveler par le bas, c'est-à-dire que vous allez risquer d'abaisser votre propre niveau, ou du moins freiner votre progression, justement pour essayer de tirer un peu plus l'élève par devant. Et enfin, une deuxième chose, donc voilà, il ne faut pas vous laisser traîner, mais en même temps, il ne faut pas freiner votre élève. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter l'idée que peut-être un jour, l'élève il va dépasser le maître, il arrivera à le challenger, à le dépasser. Après, donc du coup, voilà, le but, c'est pas non plus, on va dire un peu comme dans tous les
comme dans tous les livres un peu d'heroic fantasy ou autre, où c'est toujours un peu ça, l'élève qui veut réussir à battre le maître. Et en fait, finalement, souvent, pourquoi est-ce que même ne serait-ce que dans Star Wars ou voilà, dans plein d'autres éléments comme ça, pourquoi est-ce que finalement l'élève il se retourne contre le maître? Parce qu'il y a un moment où le maître il accepte pas que l'élève le dépasse. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que quand l'élève il réussit à le dépasser, bah, il a plus aucune limite. Parce que du coup, il va vivre vraiment ça comme une espèce de combat, plutôt que comme un challenge. Voilà, donc, on va dire en petite conclusion, essayez d'apprendre en fait à vous entourer en piochant dans ces 3 catégories de personnes. Donc à savoir les mentors, les compagnons et les élèves. Du coup, juste avant de passer au petit call to action qu'il y a d'habitude, donc du coup en fait là je vais vous donner un élément que je vous avais déjà donné la fois précédente, qui était en fait la théorie des 5 personnes. Donc je vous en avais parlé en fait, c'est une théorie de Jim Rohn, qui est un conférencier américain en développement personnel, et en fait qui dit que, c'est un point de vue très psychologique, mais qui dit qu'en fait vous êtes la moyenne de vos 5 personnes les plus proches. C'est pour ça que je vous disais voilà, d'essayer de piocher dans vos 5 personnes, d'essayer de piocher des gens dans les 3 catégories. Et justement, c'est ce que je vais vous demander dans le passage à l'action d'aujourd'hui. Donc du coup, en fait, le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver vos sources d'inspiration. C'est de choisir au moins 5 personnes, justement comme on l'a dit par rapport à cette petite loi, que vous inquiétez pas, je développerai plus tard, parce que là, voilà, j'essaie de m'arranger pour que ça tienne dans une petite vingtaine de minutes, pour que ce soit un peu digeste. Donc du coup, voilà, essayez de choisir 5 personnes, dont au moins une dans chaque catégorie. C'est-à-dire pas que des mentors, pas que des élèves ou pas que des gens à côté de vous. Essayez d'en choper un peu partout. J'ai dit, le but c'est d'essayer d'en choisir, mais le but c'est pas non plus de renier vos amis. Le but c'est pas de dire ah non, toi tu mérites pas que je te parle parce que t'es trop, je sais pas, j'ai trop de mentors, ou toi t'es un élève, ou t'es un poids ou autre. Je dis pas qu'il faut renier vos amis. Là c'est plutôt en fait l'idée de d'essayer de constituer une espèce de team de projet. Voilà, d'une petite équipe ou des gens à la rigueur à qui vous pourrez avoir des retours ou autre, vous pourrez discuter de vos projets, mais un peu comme c'était un peu une espèce de réunion ou une conférence avec des gens que vous connaissez pas forcément et qui pourraient devenir vos amis, mais allez pas forcément piocher dans vos amis. Si vous en avez, c'est super, mais en même temps, mettez pas vos amis de côté en faisant une sélection à travers ça. Et donc du coup, si vous essayez de discuter avec des personnes étrangères, essayez de rentrer en contact si possible, parce que les gens ne sont pas toujours réceptifs, mais on va dire que le meilleur contact que vous pourriez avoir pour rentrer avec eux, c'est d'essayer en fait de leur expliquer ce que vous pourriez leur apporter. À la rigueur, on va dire que c'est un peu plus facile quand c'est avec des gens qui sont on va dire à un niveau un petit peu en dessous de vous, ou à peu près à égal à égal. Et encore des fois, voilà, il y a un petit côté un peu challenge. Et des fois, c'est un peu plus dur, notamment avec les gens qui sont un peu au-dessus. Donc du coup, je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir à rentrer en contact avec ces différentes personnes. Donc notamment si par exemple, on va dire si vous orientez plutôt vers le mentor, si vous essayez de rentrer en contact avec, essayez par exemple sur les formulaires de contact de leur demander des conseils précis qui traduisent en fait une certaine recherche et un début d'expertise. Si vous allez voir, si vous pouviez discuter avec Bill Gates et que vous lui posez comme question c'est quoi un ordinateur, il est peu probable qu'il vous réponde. Alors que si vous lui demandez quelque chose d'hyper précis sur un élément bien précis ou autre, il risque plus de vous répondre et plus de considérer votre requête, parce qu'il va se dire que du coup vous avez déjà fait un effort de recherche par rapport à lui, et du coup vous avez déjà une petite expertise. Si c'est un égal à égal, je vous conseille en fait de vous montrer les avantages à se soutenir mutuellement, de dire tiens regarde, on est au même niveau, on pourrait aller jusque là-haut. Donc on va dire que ça souvent c'est le lien le plus facile à établir, parce que vous prenez pas de haut et en même temps vous n'êtes pas trop bas justement. Et enfin du coup pour l'élève, là c'est un peu plus pointillé on va dire, parce que dans le sens où il ne faut pas essayer de paraître condescendant ou donneur de leçons. Je vous conseille limite le premier élément pour réussir à avoir ça, c'est de commencer par étaler vos propres erreurs, de montrer que vous êtes similaire autant que possible avec la personne qui est en face. Vous pouvez aussi un peu tester sa motivation, mais on va dire que si vous ne mettez pas forcément non plus à nu complètement, parce que ça vous décrédibilisera un peu, mais d'essayer surtout pas de paraître condescendant ou donneur de leçons, parce que personne n'aime qu'on lui donne des leçons ou qu'on se moque de lui. Donc du coup voilà, j'espère que ce 4e petit épisode vous a plu. Donc du coup, comme à chaque fois, je vais vous laisser sur une petite citation. Donc cette semaine, j'ai décidé de vous laisser sur une citation de Thorin, donc du film Un voyage inattendu de Peter Jackson, sorti en 2012. Et donc du coup, moi je vous dis, à la semaine prochaine. Salut! Je n'échangerai pas un seul de ces nains contre une armée des monts de fer.
Quand j'ai fait appel à eux, ils sont accourus. De la loyauté, de l'honneur, un cœur vaillant. C'est tout ce que je demande.